Bonjour, alors je vais poursuivre quelques petites vidéos sur le thème du reset. Ce qui se passe, c'est que depuis hier, donc, le CPI américain a été publié à 7,5%. Donc ce qui est assez amusant, c'est que là, donc, je suis sur mon compte Twitter hein, et on voit que la liste des pays, en fait, du bas du classement, c'est les grands gagnants, les grands professionnels de l'arnaque monétaire. Venezuela, Argentine, Turquie, Brésil, Russie et les États-Unis au milieu de Mexico et de l'Espagne, de l'Espagne et puis de l'Afrique du Sud. Donc voilà, on se retrouve avec une économie numéro 1 mondiale au milieu de losers économiques. Donc c'est assez amusant. Donc tout ça, ça inquiète et tout ça amène une certaine partie de la population à se dire que les États-Unis vont cracher ou qu'on est en plein reset. Alors moi, je ne partage pas du tout cet avis. Je pense qu'effectivement, il va y avoir une décision politique dont j'ignore complètement la forme. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce sera une décision politique en Europe. Alors on me demande toujours pourquoi tu sépares l'Europe des États-Unis. Justement parce que c'est politique et qu'en Europe, vous avez un cinglé qui s'appelle Schwab, qui a réuni un certain nombre de cinglés autour de lui, milliardaires, et ils ont des visions communistes, alors marxistes, vous appelez ça comme vous voulez, socialistes, mais ils ont des visions assez extrêmes. Ce qui se passe, c'est que le but du premier, c'est d'appauvrir jusqu'à ce que les gens deviennent complètement dépendants de l'État pour survivre et couvrir leurs besoins. C'est toujours une mécanique. Il faut comme savoir que le communisme a tué 10% de la population mondiale. Quand il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre, les Russes, les Chinois, Cambodge et toute la clique ont buté 200 millions de personnes environ, donc ça fait à peu près 10% de la population mondiale. Ça coûte plus cher le communisme que les guerres, que tout ce qu'on veut, que le Covid, etc. Ça coûte très cher le communisme. Et donc ce qu'ils veulent en fait à chaque fois c'est toujours la même chose, c'est une partie de gens qui s'associent, Schwab et quelques milliardaires ou quelques dizaines, quelques centaines, je ne sais pas combien ils sont. Ils se regroupent et ils appauvrissent les populations avec des règlements. Et une fois que les gens sont en dépendance, ils leur disent regardez, c'est la merde, regardez ces enculés là qui ont encore du pognon. Donc généralement les bourgeois, la noblesse, etc. Ça combine, elle marche depuis des siècles. Et donc là, non mais regardez, vous avez rien et eux ils ont tout, c'est dégueulasse. Et donc à partir de là, le peuple dit ouais, non, c'est dégueulasse, allez les buter. Et donc ils donnent un mandat basiquement aux États pour aller castrer, voler, tuer, piller la partie de la population qui conserve des biens. Et c'est comme ça, c'est une boucle qui arrive dans l'histoire super régulièrement. Et c'est à ce jeu-là qu'on est en train de jouer en Europe. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place cette politique, tout simplement parce qu'il y a des États, c'est un État fédéral, mais il y a des États, des gouvernements locaux dans les États américains, et notamment on voit le Texas et puis la Floride, qui sont quand même assez sécessionnistes par rapport à la Californie par exemple, ou par rapport à Chicago, là, l'Illinois. Donc c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place ce qui est en train d'être mis en place en Europe. Donc pour moi, c'est l'Europe qui va se faire cartonner, et il n'y a pas de raison, c'est une décision politique. Ce sont des gens qui veulent buter l'Europe, on le sait. Moi j'ai nettoyé un petit peu la chaîne YouTube, je suis tombé sur des vidéos de 2018, 2019, donc bien avant le Covid, dans lequel je vous raconte déjà ça. Le Covid, ça n'a rien à voir, c'était pour maquiller, pour laver les cerveaux des gens, mais le projet en politique a démarré en 2016, il remonte à... Enfin, on a commencé à voir les premières mesures de l'agenda en 2016, et donc il y a des vidéos, si vous pouvez remonter, en 2017, 2018, 2019, avec des lancements d'alerte, et là, le Covid est arrivé en 2020. Donc il faut vraiment, de mon point de vue, l'Europe ne joue pas au même jeu que le reste du monde. Et donc, concernant les États-Unis, on dit voilà, les États-Unis, ils ont 7,5% d'inflation, et en fait, ils ont 0% de taux d'intérêt, et ils continuent à faire du queue. Ouais, c'est vrai. Et alors, ça veut dire quoi? Ils vont s'effondrer, ils peuvent plus monter les taux parce que en fait ils sont coincés, si on monte ça va faire tout cracher. Pour moi, en tout cas si on va étudier l'histoire, on va documenter un petit peu maintenant, c'est pas ça que l'histoire nous enseigne. Donc vous avez ici là, aux États-Unis il y a eu 2 épisodes d'inflation massifs dans les années 40 et les années 70. Donc dans les années 70 il y avait moins de dettes par rapport en pourcentage pour le gouvernement américain fédéral, il y avait moins de dettes qu'il y en a aujourd'hui dans les années 40. En revanche, il y avait un système monétaire en place depuis 40 ou 50 ans, je ne sais plus, qui était en bout de parcours et qui a implosé. Je pense avec la guerre du Vietnam et les différentes choses, il a implosé. Donc en 1971, Bretton Woods a coupé la parité dollar-or. Donc derrière, donc là sur ces 2 courbes, la première courbe en fait c'est la courbe des prix.
en bleu, l'inflation, le CPI, et la courbe rouge, c'est le 3 mois. C'est la valeur du taux d'intérêt à 3 mois, donc des taux à court terme. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Fed a mis en place une politique monétaire de manière... Et on voit que la courbe rouge, qui est donc l'inflation, le taux promu par la Fed, donc c'est une volonté politique, on voit qu'il précède l'envolée de l'inflation. Donc là, on voit clairement, et rebelote, ça suit, voilà. Donc on voit clairement pendant 10 ans une volonté de la Fed de lutter contre l'inflation, il n'y a pas photo, 2 secondes. Du coup, dans cet épisode inflationniste, tous les actifs se sont gaufrés méchamment, que ce soit les actions, l'immobilier, tout simplement, je pense, parce qu'ils sont entrés en collusion, en compétition avec cette politique monétaire anti-inflation. Évidemment, quand vous gagnez, là, comme vous pouvez voir, ça gagnait 8% par an, et puis après, on est monté quand même à 15% par an. Donc évidemment, quand on vous donne 15% sans rien branler par an, capital, il ne va pas prendre des risques dans l'immobilier ou il ne va pas prendre des risques sur les actions. Donc la valeur réelle des actifs, comme les actions immobilières, c'est vraiment méchamment croûté parce que pendant ce temps-là, il y avait quand même l'épisode inflationniste. Donc combien on parle d'inflation? On parle de 30, 40, 50% sur la période. Donc peut-être un peu plus. Donc ça, c'est le premier cas de figure et c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Moi, le premier jusqu'à décembre, à partir de décembre, j'ai arrêté d'y croire. Je me disais, tiens, la Fed va lutter contre l'inflation comme avant parce que c'est ce qu'elle affiche depuis 50 ans. Volonté, voilà, on est en Bretton Woods, plus de parité hors dollar, donc on lutte contre l'inflation. Et c'est pas du tout ce qu'elle fait actuellement, puisqu'on est à 0% en inflation, alors que 0% de taux d'intérêt, alors que l'inflation est à 7,5, et en plus on fait du queue. Donc ils se foutent de notre gueule, ils disent, ouais, non, l'inflation, on va lutter, ils luttent que dalle. Donc du coup, pour moi, il faut remonter en 1940, ce qui est la deuxième occurrence dans l'histoire. Et alors là, celle-là, elle ressemble vraiment... elle est beaucoup plus proche de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors, en fait, on a la Seconde Guerre mondiale, évidemment, qui a tapé méchamment sur les budgets de l'État américain. On a une dette sur PIB qui était monstrueuse comme aujourd'hui, contrairement aux années 60, le plus haut des années 40 correspond au plus haut en ce moment, donc on est dans un excès similaire. Et donc là, on voit en 41 que l'inflation commence à décoller. Et la courbe rouge, la courbe des 3 mois, là, elle reste plate, à 0%, tout autour de 0%, ce qui est exactement le cas de figure. Donc la Fed, pendant 10 ans, 9 ans, va laisser filer l'inflation de folie sans même se donner la peine de lutter contre. Donc, rebelote, on a, je ne peux pas calculer à l'eau, je ne l'ai pas fait là parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais on a un épisode inflationniste de 30-40%, 50% peut-être sur 10 ans, et on n'a qu'une réponse en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, le message, c'est pas je veux réduire l'inflation, le message c'est je suis super endetté, je ne veux pas payer mes dettes, comme dans les années 40. Donc du coup, le dollar est vidé de sa valeur avec l'érosion monétaire et les dettes ne seront jamais payées. Donc vous allez vous dire pourquoi il y a des cinglés, si c'est ça, alors pourquoi il y a des cinglés encore qui prêtent de l'argent? Pour moi, il y a au moins 2 raisons évidentes. Le premier, c'est que les matières premières, il y a pas mal d'activités économiques mondiales qui dépendent, qui se payent et qui se règlent en dollars. On ne peut pas faire autrement. Donc 200 pays dans le monde, 200 banques centrales dans le monde sont obligées de détenir la devise de réserve mondiale. 62% de toutes les monnaies mondiales, c'est du dollar. Donc beaucoup de banques centrales sont obligées de détenir du dollar pour faire leurs transactions, pour acheter les matières premières. Et puis la deuxième explication du fait qu'il y a encore des gens suicidaires qui achètent des obligations américaines, c'est tout simple, les obligations d'État, c'est tout simplement que, comme en France, il y a énormément de fonds, retraites. La retraite est par capitalisation et c'est des fonds privés qui gèrent et non pas comme la France le fonds public, d'ailleurs dans lequel il n'y a plus grand chose pour payer. Donc aux États-Unis, c'est géré par des institutions financières privées et donc elles ont une obligation de détenir un certain nombre d'obligations et donc ça crée une demande structurelle pour les obligations d'État qui ne seront pas payées et de toute façon tout le monde va se faire planter au jeu. Je pense que maintenant il n'y a plus aucun doute. Pour vous donner un ordre d'idée, en 42, voilà, on a commencé à dépasser les 7-5%. Je pense que je ne sais pas à quoi on va s'exposer, je ne sais pas si on va faire 10-15%, retomber, repartir. Mon opinion, c'est que toutes les années 2020, 2030, ça va être que de l'inflation comme ça. Et donc la dette va être gommée à moitié, je pense, par l'inflation. Et puis, parce que, attention, la rhétorique, c'est non, mais maintenant, les taux ils vont remonter, les Fed Funds, ils ont dit, ils vont faire remonter 4 fois et tout. C'est une putain de blague. Les taux, ils vont passer de 0 à 0,75 ou 1% pendant qu'à 7-10% d'inflation par an. C'est juste une blague. C'est de l'effet d'annonce. Ah, et puis le QE va s'arrêter. Mais c'est parce qu'on a atteint QE qu'on crée de l'inflation ou qu'on enlève de l'inflation. Il n'y a pas de volonté de payer la dette. Donc, ces conséquences, pour moi, le reset aux États-Unis, il est peu probable. En revanche, la conséquence directe, c'est sur ceux qui ont de l'argent. Parce que
on ne peut plus détenir aucun cash, ça va se dévaluer à une vitesse grand V. Et de l'autre côté, les actifs sont surévalués. Pour moi, les grands gagnants de la prochaine décennie, enfin la décennie a déjà démarré depuis 2 ans, c'est ceux qui auront des emprunts à taux fixe et qui ont réussi à trouver des collatéraux en face qui ne perdront pas ou peu, ou même qui pourront progresser ou créer une rente à la même vitesse que l'inflation. Voilà, donc c'est une nouvelle grande période de collecte. Et je pense que les solutions traditionnelles, il y a très peu de solutions en fait aujourd'hui patrimoniales pour s'en sortir. Et alors, certains pensent qu'il faut déplacer son argent en Asie. Sur le papier, c'est cool, mais les droits à propriété pour les étrangers en Asie, il y a très peu de pays, je crois qu'il y a la Malaisie, mais il y a très peu de pays qui permettent d'avoir un droit à la propriété. Pour moi, là, on est en train de jouer comme une espèce de corner. Là, ils sont les élites mondiales, parce que cette politique là, il faut pas arrêter de dire c'est la somme des marchés. Enfin, moi je crois pas 2 secondes. C'est les décisions monétaires sont les décisions prises par des banques, donc et probablement en accord avec des politiciens, et donc ils sont en train de créer une espèce de corner dans lequel on se retrouve et on peut plus bouger, quoi, ni à tête à droite, ni à tête à gauche, devant, derrière, on peut plus avancer, et ils sont en train d'essayer de nous faire le cul, quoi, concrètement parlant. Donc sur le Twitter là j'ai mis, donc il y a une des solutions, une des réponses possibles pour moi, c'est l'agroalimentaire. Et je parle pas de grossir ça. Voilà. Ça c'est alors je parle pas de l'agriculture, parce que l'agriculture il n'y a pas moyen de s'y retrouver, mais l'agroalimentaire d'une manière générale est probablement une des réponses rares par rapport à la situation monétaire que nous allons affronter. Donc ça c'est la ferme que j'ai achetée, dont j'ai fait une vidéo sur YouTube là, dans la partie vlog, et donc j'ai commencé à acheter des vaches. On a commencé à investir avec Antoine, on a mis 14 000 $, on va en prendre plus, acheter plus de terre, je sais pas trop ce qu'on va faire encore, mais l'agroalimentaire c'est obligé d'y être, quoi. Pour passer la prochaine décennie peinard, on est obligé d'avoir un pied